Cette vidéo est sponsorisée par Rhino Shield, ce qui signifie d'après sa réputation qu'on devrait pouvoir la jeter de la tour Eiffel ou la guillotiner sans qu'elle ne subisse de dégâts. Demandons au youtubeur iAxe si la rumeur dit vrai. Fuck. Quoi? Regardez la gueule de la lame. Au départ un projet Kickstarter en 2012, Rhino Shield est devenu un spécialiste de la protection de smartphones, avec comme projet d'innover dans le domaine, notamment en développant son propre polymère absorbant les chocs. Avec le code LEODUF, vous aurez 10% de réduction sur tous leurs produits, que ce soit les bumpers personnalisables, les coques complètes, les protections d'écran, les skins anti-choc ou encore des accessoires comme des câbles tressés plus solides. Avec tout ça, vous devriez en effet pouvoir jeter votre smartphone du haut de la tour Eiffel. Ne le faites pas vraiment. Mobilisation nationale des taxis contre Uber en France ce jeudi avec des actions de plus en plus violentes. Paris, Marseille and Lyon and other cities. 2800 chauffeurs se sont mis en grève et ont mis en place des dizaines de blocages et de barrages. Police in Paris clashed with protesting taxi drivers on Tuesday amid a day of major strike action across France. The cab drivers have been demonstrating against app-based firms such as Uber, which they say are unfairly undercutting their business. En 2015, on voit éclater en France une guerre à sens unique, les taxis contre les VTC. Véhicules de tourisme avec chauffeur, ce sont les Uber, chauffeurs privés ou encore le cab. À l'origine de cette colère, le développement des VTC et la concurrence déloyale qu'ils représentent selon les taxis. À l'époque, le sujet était différent, ils manifestaient essentiellement contre Uber Pop, un service mettant en relation des clients avec des particuliers, interdit depuis. Si le climat s'est apaisé, on voit toujours en France et partout dans le monde une rivalité bien installée. Malgré l'interdiction de services comme Uber Pop, les taxis jugent toujours que les VTC sont une concurrence déloyale, avec pour argument principal la licence. Pour exercer son métier, un taxi doit posséder une licence, alors que les VTC, eux, n'en ont pas besoin. Si c'est l'argument principal, c'est parce qu'ils choquent aisément, de par ces chiffres. Une licence peut coûter dans les 200 000 € à Paris, 300 000 à Nice. Ce qu'on entend moins souvent en revanche, c'est qu'à l'origine, une licence est gratuite. Elles sont délivrées gratuitement par la préfecture. Mais leur disponibilité étant limitée, l'attente pour en obtenir peut durer des années. L'offre étant moins importante que la demande, les taxis en fin de carrière se sont mis à revendre leur licence au prix auquel on était prêt à leur acheter. Le système aujourd'hui critiqué par les taxis a donc été monté par les taxis, et ce sont eux qui ont fixé le prix. À l'image de Nicolas Rousselet, dirigeant du groupe de taxis G7, dont le nom se retrouve aussi dans les papiers de plusieurs grands acteurs de la revente de licences. En fermant ainsi le marché, en rachetant des licences et en faisant gonfler leur prix, on génère du bénéfice tout en s'assurant que l'offre ne dépasse pas la demande. Cette demande non servie dans la rue est ainsi redirigée vers la commande de taxis, assurée par notamment Taxi G7. Ajoutez-y le forfait que les chauffeurs doivent payer pour profiter du service et l'abonnement que les clients peuvent prendre pour être prioritaires, poussé par un manque apparent de véhicules, et vous obtenez un monopole dont la stratégie repose uniquement sur la licence. Tout à l'heure, je disais que cette licence permettait aux taxis d'exercer leur métier. Pas tout à fait. Elle leur permet de stationner sur des lieux publics dans l'attente de potentiels clients, action nécessaire dans l'exercice de leur métier. Ce qui est très différent, car cette action, les VTC n'en ont pas besoin. Puisqu'ils sont en contact direct avec leurs clients avant même d'être sur le lieu de prise en charge, la mécanique est inversée. Ce n'est pas le client qui vient à la voiture, mais la voiture qui vient au client. Les VTC n'ont donc pas besoin de stationner, et donc pas besoin de licence. Ils sont hors la loi uniquement au sens où ils n'ont pas besoin d'en faire partie. Impuissants, les taxis voient non seulement un concurrent se développer rapidement, un monopole bien installé se déchirer, mais ils voient aussi une perte de valeur claire d'un papier pour lequel ils ont payé cher. Se contentent de faire passer pour de la concurrence déloyale est en réalité un nouvel acteur, avec des idées modernes, dont l'objectif est de contourner les restrictions actuelles et mettre fin à un monopole bien secret, qui jusqu'ici leur permettait de s'affranchir d'une quelconque évolution du service. Exemple d'une économie vieillissante au contraire de ceux qu'ils accusent, cette déchéance que les taxis montrent en manifestant porte un nom, l'ubérisation. Selon Maurice Lévy, celui qui l'a nommé, l'ubérisation, c'est l'idée qu'on se réveille soudainement en découvrant que son activité historique a disparu. Ici, on définit surtout ses conséquences. On trouve une définition plus centrée sur le mouvement qu'est l'ubérisation dans le livre de Clément Berthollet. Disruption rapide de modèles économiques existants par des plateformes numériques de confiance, sans infrastructure physique ni opérateur et centrée sur le client. La disruption, c'est un mélange de rupture, de chamboulement et de révolution brutale. Des sociétés qui ont ubérisé leur marché, vous en connaissez plein. Netflix et Spotify peuvent être vus comme les ubérisateurs de l'audiovisuel. Airbnb, celui de l'économie hôtelière. Uber et Blablacar, ceux des transports. Ils réunissent une ou plusieurs caractéristiques que l'on peut associer au phénomène d'ubérisation. Ce sont des plateformes numériques dont le succès repose sur leur modernité. On peut parler de la désintermédiation, c'est-à-dire que l'intermédiaire entre le professionnel et le particulier, s'il en est un, est invisible, souvent algorithmique. De la dématérialisation, la plupart de ces modèles reposant sur une app. De l'économie collaborative ou l'économie du partage mettant en relation des particuliers comme Blablacar. Ou encore de la désappropriation, c'est-à-dire une économie qui nécessite de moins en moins de propriété. Airbnb ne possédant pas plus d'hôtels qu'Uber de véhicules. Ils ont révolutionné leur secteur avec des idées neuves, font peur à l'économie que l'on pourra bientôt qualifier de passé. Ils sont les acteurs de l'ubérisation. C'est difficile à suivre, c'est normal. La définition est volontairement floue. Le terme ubérisation permet d'englober tout ce dont on parle, mais retenez que ce phénomène est très général. Pour le simplifier au maximum, il s'agit juste de la révolution brutale d'une économie, d'un marché. Cette révolution ne repose pas forcément sur la dématérialisation ou sur l'économie collaborative et elle ne nécessite pas forcément une technologie importante. Ce sont simplement des leviers qui ont pu leur permettre de renverser leur marché. Les ubérisateurs ont toujours été. Ce sont les révolutionnaires d'une économie. On ne leur avait simplement pas attribué de nom. Ce qui importe le plus dans la définition de l'ubérisation, c'est sa fin. Plateforme de confiance centrée sur le client.
l'origine de chacune de ces sociétés, il y a le besoin de résoudre un problème de consommateur. Dans le cas d'Uber, ses créateurs n'arrivaient pas à trouver un taxi à Paris, pour les raisons qu'on a vues. Pour Airbnb, l'idée était de proposer un logement économique dans le marché hôtelier saturé qui était celui de San Francisco. Ils avaient tous pour objectif de moderniser un marché afin de l'optimiser. Imaginez commander un véhicule pour un horaire et un tarif défini dans lequel vous choisirez parmi les milliers de restaurants qui vous sont proposés afin d'être livré à l'appartement que vous avez loué pour manger devant une série qui ne vous appartient pas non plus, et vous obtenez l'ubérisation. Tous ces usages relèvent de l'optimisation et s'inscrivent dans une dynamique nous rendant de plus en plus connectés aux services et donc de plus en plus dépendants de ces derniers. La confiance nécessaire à l'ubérisation est obtenue par sa stabilité, l'abolition des frictions, la diminution de la perte de temps et d'argent ou la transparence des coûts. À l'ère de l'information à outrance et de la mondialisation permise par le numérique, les consommateurs sont plus que jamais à la recherche de ces valeurs, dans tous les domaines. Nous sommes constamment à leur recherche car nous savons que c'est possible, on y est habitué. Toute la technologie qui nous entoure a été conçue dans ce but. Restez à trouver comment l'opérer dans un marché non plus de produits, mais de services. Comment assurer un nombre assez conséquent de chauffeurs, livreurs, de véhicules, logements pour couvrir des villes entières, avec un système automatisé, qui délègue ce qui n'est pas encore automatisable. Vous commandez un Uber, le serveur vous met en contact avec un chauffeur indépendant et prend 25% de la course. Vous disposez d'un outil optimisé, le chauffeur d'une clientèle décuplée, Uber d'un revenu automatisé. Système qui semble parfait sur le papier, mais qui est amplement critiqué. Alors on pourrait penser que c'est une innovation, mais moi j'ai juste l'impression que c'est en train de péter le salariat au profit du libéralisme. Nicolas Mérieux et moi-même sommes sur YouTube. Nous sommes des YouTubeurs. Nous faisons partie d'un rouage prônant la rémunération variable en fonction du résultat de ses acteurs, en échange d'un pourcentage. Nous n'avons pas de contrat avec l'entreprise, pas de quotas à respecter, pas d'horaire et une liberté bien plus importante que la moyenne. Nous sommes des entrepreneurs. Nous tirons profit d'un système qui fonctionne économiquement exactement comme Uber. Le chauffeur ne travaille pas pour Uber, c'est lui-même un entrepreneur qui s'en sert comme d'un outil. Chaque chauffeur, livreur avec qui vous êtes en contact est une entreprise et le concurrent d'un autre, ce qui permet d'avoir un équipage infini et donc d'une flexibilité sans faille. En effet, l'ubérisation, c'est l'accentuation du libéralisme. Et ce genre de système ne fait qu'aggraver la précarité de l'emploi, en touchant tous les secteurs d'activité. En l'occurrence, la précarité de l'emploi définit la difficulté à obtenir un emploi stable, que ce soit en termes de revenus ou de durée. Un mouvement libéraliste comme celui-ci, par définition, accentue forcément cette précarité de l'emploi, puisqu'il n'emploie pas. Il est donc essentiel de se questionner sur l'évolution d'un tel mouvement qui mettrait à mal la société qu'est la nôtre, en commençant par se demander pourquoi une entreprise emploie. Une entreprise emploie car c'est ce qui la conditionne en tant qu'entreprise. Si elle n'a pas d'employés, ce sont simplement des individus qui collaborent. Alors quelle est la raison de l'existence d'une entreprise? Si l'assurance d'un revenu et d'une certaine sécurité pour l'employé peuvent être une conséquence, ce n'est pas la motivation. Une entreprise se forme quand le coût de ses processus de création, de vente, de prestation deviennent plus élevés en travaillant avec l'extérieur qu'avec des employés. À ce moment-là, elle internalise la production. Une entreprise le devient quand il est économiquement intéressant de le faire. En cherchant à réduire les coûts pour réinventer leur marché, il semblerait que les ubérisateurs soient tombés sur un vieux modèle. Surprise, le salariat n'a pas toujours été le modèle dominant. Il fut un temps où le salariat était une situation non seulement précaire, mais aussi socialement méprisée. On était salarié quand on n'avait pas de valeur à échanger, si ce n'est la force de nos bras qui bénéficiera à celle d'un autre. Le salariat était alors un statut indigne, vous enfermant dans un rythme de vie imposé par échec professionnel. Il s'est développé au 19e siècle pour être généralisé au 20e, au point d'être une norme apparemment indiscutable au 21e, pour la raison que j'ai évoquée. Le salariat n'a jamais été et n'est toujours pas un devoir, c'est un moyen. Tous ces facteurs évoqués plus tôt, la dématérialisation, la désintermédiation, la désappropriation, en bref l'innovation, ont mené à une révolution. Il n'est plus économiquement avantageux d'employer. Si ça choque plus pour un chauffeur que pour un youtubeur, c'est pour une question de rendement. En emportant 300 000 personnes dans mon véhicule, j'ai en effet plus de chances de bien gagner ma vie. Mais il ne faudrait pas reprocher la valeur d'une profession à ses acteurs. Ils ne font qu'ajuster son coût entre l'offre et la demande. Si vous n'êtes pas prêt à payer 10 € de plus pour vous faire livrer un McDo, ce n'est pas à Deliveroo qu'il faut en vouloir. Vous considérez vous-même, sans la dévaloriser, que cette profession a une valeur peu élevée. Et pourtant, vous devriez bientôt ne plus pouvoir vous en passer. Disruptive, exponentielle, l'ubérisation est brutale. Elle va plus vite que la politique, plus vite que la concurrence, assez vite pour qu'avant même de se questionner à son propos, elle fasse déjà partie de notre société, sans retour en arrière possible. Le paradoxe est tel que les privilèges que l'ubérisation nous a apportés iront peut-être questionner les conséquences économiques et sociales de cette dernière, mais jamais l'abolir. L'ubérisation, en accélérant les processus, en abolissant les frictions, en réduisant l'attente que l'on ne supporte plus, revalorise notre temps. Mais en la développant à la vitesse où nous le faisons, nous devrions bientôt en avoir assez. Dans la mesure où l'ubérisation revient à se réinventer pour optimiser la manière même dont elle fonctionne, son désir d'automatisation effacera bientôt son besoin de délégation. Pendant que l'on se questionne sur le statut professionnel des bras qui font tourner la machine, elle ne pense qu'à une chose, se passer de ses bras pour être totalement robotisée. Quand elle y sera parvenue, ce combat visant à imposer le salariat ne sera qu'un lointain souvenir, à une époque où le travail lui-même sera remis en question par son manque d'offres tout en réussissant à combler la demande. Une société fonctionnant quasiment de manière automatique laisse à réfléchir, mais ça tombe bien, car lorsque ça arrivera, on en aura du temps. Merci à tous, c'était Léo Duff.